Souffrez pour vous parler, madame, qu'un amant prenne l'occasion de cet heureux moment et se découvre à vous de la sincère flamme. Ah, tout beau, gardez-vous de m'ouvrir trop votre âme. Si j'ai su vous mettre au rang de mes amants, contentez-vous des yeux comme seul truchement, et ne m'expliquez point par un autre langage des désirs qui chez moi passent pour un outrage. Aimez-moi, soupirez, brûlez pour mes appâts, mais qu'il me soit permis de ne le savoir pas. Je puis fermer les yeux devant vos flammes secrètes, tant que vous me tiendrez aux muets interprètes. Mais si la bouche venait à s'emmêler, pour jamais de ma vue, il vous faut exiler. Des projets de mon cœur ne prenaient point d'alarme. Henriette, madame, est l'objet qui me charme. Et je viens ardemment conjurer vos bontés de seconder l'amour que j'ai pour ses beautés. Ah, certes que le détour est d'esprit, je l'avoue, ce subtil faux-fuyant mérite qu'on le loue. Et dans tous les romans où j'ai jeté les yeux, je n'ai jamais rien vu de plus ingénieux. Ceci n'est point du tout un trait d'esprit, madame, et c'est un pur aveu de ce que j'ai dans l'âme. Les cieux, par les liens d'une immuable ardeur, aux beautés d'Henriette ont attaché mon cœur. Henriette me tient sous son aimable empire, et l'hymen d'Henriette est le bien où j'aspire. Vous y pouvez beaucoup, et tout ce que je veux, c'est que vous y daigniez favoriser mes vœux. Je vois doucement voler la demande, et je sais sous ce nom ce qu'il faut que j'entende. La figure est à droite, et pour n'en pas sortir aux choses que mon cœur m'offre à vous répartir, je dirais qu'Henriette, à l'hymen est rebelle, et que sans rien prétendre, il faut brûler pour elle. Et madame, à quoi bon un pareil embarras? Et pourquoi voulez-vous penser ce qui n'est pas? Mon Dieu, voix de façon, cessez de vous défendre de ce que vos regards m'ont souvent fait entendre. Il suffit que l'on soit contente du détour, dont c'est adroitement aviser votre amour, et que sous la figure où le respect l'engage, on veut bien se résoudre à souffrir son hommage, pourvu que ces transports par l'honneur éclairé n'offrent à mes hôtels que des vœux épurés. Mais... Adieu! Pour que ce coup, ceci doit vous suffire, et je vous ai plus dit que ce que je voulais dire. Mais votre erreur... Laissez, je rougis maintenant, et ma pudeur s'est fait un effort surprenant. Je veux bien être pendu si je vous aime, et non, ça... non, je ne veux plus rien entendre davantage. Diantre soit de la folle avec ses visions. A-t-on rien vu d'égal à cette prévention? Allons commettre un autre soin que l'on me donne, et prenons le secours d'une sage personne. Très courte extraite des femmes savantes, créée quand même en 1672, ça nous remonte historiquement dans l'histoire. Et maintenant, on va, après le plus grand auteur dramatique français, on va avoir un extrait du plus grand auteur dramatique anglais, qui est, évidemment, un extrait de Roméo et Juliette. L'horloge frappait 9 h quand j'envoyais la nourrice. Elle m'avait promis d'être de retour en une demi-heure. Peut-être n'a-t-elle pas pu le trouver. Mais non. Les messagers de l'amour devraient être des pensées 10 fois plus promptes que les rayons du soleil qui dissipent l'ombre au-dessus des nébuleuses collines. C'est pourquoi d'agile colombe traîne l'amour et Cupidon prompte comme le vent à des ailes. Maintenant, le soleil a atteint le sommet suprême de sa course. De 9 h à midi, il y a 3 longues heures, et elle n'est pas encore venue. Si seulement elle avait les passions et le sang brûlant de la jeunesse, elle aurait le leste mouvement d'une balle. D'un mot, je la lancerais à mon bien-aimé qui me la renverrait d'un mot. Mon Dieu, la voici enfin! Oh, nourrice de miel, quoi de nouveau? L'as-tu trouvé? Eh bien, Seigneur, pourquoi tu t'es mis abattu? Quand tes nouvelles seraient tristes, annonce-les-moi gaiement. Et si tes nouvelles sont bonnes, tu fais tort alors douce.
suis épuisée. Laisse-moi respirer un peu. Hein. Quelle course j'ai faite. Allons, parle. Bonne nourrice, parle. Oh, Jésus, quelle hâte. Pouvez-vous pas attendre un peu? Il ne faut pas que je suis hors d'haleine. Mais comment peux-tu être hors d'haleine quand il te reste assez d'haleine pour me dire que tu es hors d'haleine? L'excuse que tu donnes à tant de délai est plus longue à dire que le récit que tu t'excuses de différer. Tes nouvelles sont-elles bonnes ou mauvaises? Je veux savoir. Réponds d'un seul mot. Tes nouvelles sont-elles bonnes ou mauvaises? Ma foi, vous ne vous entendez pas à choisir un homme, hein? Roméo, un homme? Non. Bien que son visage soit le plus beau visage qui soit, il a la jambe mieux faite que tout autre. Et pour la main, et pour le pied, et pour la taille, bien qu'il soit au-dessus de toute comparaison, il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein? Il n'est pas la fleur de la courtoisie, et pourtant, je le garantis aussi doux qu'un agneau. Va ton chemin, fillette, serre Dieu. Avez-vous dîné ici? Non, mais je le savais déjà tout cela. Que dit-il de notre mariage? Qu'est-ce qu'il en dit? Oh Seigneur. Oh là là, que la tête me fait mal. Ouh. Elle bat comme si elle est tombée en fin morceaux. Méchant cœur que vous êtes de m'envoyer ainsi pour attraper ma mort à galoper de tous côtés. En vérité, je suis fâchée que tu ne sois pas bien. Chère nourrice, que dit mon bien-aimé? Votre bien-aimé parle en gentilhomme loyal et affable, et courtois, et j'ose le dire, vertueux. Et où est votre mère? Et ma mère? Eh bien, elle est à la maison. Où veux-tu qu'elle soit? Et que tu parles singulièrement. Votre bien-aimé parle en gentilhomme courtois. Où est votre mère? Oh, Notre-Dame du bon Dieu! Êtes-vous à ce point brûlante? Partine, échauffez-vous encore, hein? Est-ce pas votre cataplasme pour mes efforts? Et que dorénavant, faites vos messages vous-même, hein? Et que d'embarras! Voyons, que dit Roméo? Avez-vous permission d'aller à confesse aujourd'hui? Oui. Eh bien, courez de ce pas à la cellule de frère Laurent. Un mari vous y attend pour faire de vous sa femme. Oui! Bien, voilà ce fripon de sang qui vous vient au jour. Bientôt, elles deviendront écarlates à la moindre nouvelle. Hein. Courez de ce pas à la cellule de frère Laurent. Moi, je vais d'un autre côté chercher l'échelle. Cherchez l'échelle par laquelle votre bien-aimé doit grimper jusqu'au nid de l'oiseau, hein, dès qu'il fera nuit noire. Je suis la bête de somme et c'est moi qui m'épuise pour votre plaisir. Courez vite à la cellule. Allez, je vais dîner. Vite au bonheur suprême! Adieu, honnête nourrice! de pièces en un acte d'Harold Pinter, on reste côté anglais, qui s'appelle Chacun son problème. On en aura un deuxième extrait plus tard. C'est un auteur, contrairement à Shakespeare, qui est quasiment contemporain, puisqu'il est mort il y a en 2008. C'est assez récent.
Regarde le type là-bas. C'est un homme sandwich. Tu as vu ce qu'il porte sur le dos? C'est une pancarte. Et alors? Tu devrais la poser. Il va attraper mal au crâne. Quelle blague! Comment ça, quelle blague? Ça peut pas lui faire attraper mal au crâne. Tu parles dessus? La nuque, c'est la nuque que ça travaille. Il va attraper mal dans la nuque. La fatigue va vers le haut. Tu as déjà coltiné une pancarte d'homme sandwich? Non, jamais. Alors comment sais-tu de quel côté va la fatigue? Vers le bas. La fatigue va vers le bas. Elle commence dans la nuque et elle descend. En plus de son mal à la nuque, il va attraper mal dans le dos. À la fin, ça lui donnera mal au crâne. Il n'y a pas de fin. C'est là où il y a le cerveau. C'est là où il y a quoi? Le cerveau. Ça n'a rien à voir avec le cerveau. Depuis quand? La fatigue peut aller partout, sauf du côté du cerveau. Là, tu as tort. Non, j'ai pas tort, j'ai raison. T'as de la chance de parler à quelqu'un qui sait très bien de quoi il parle. Quand il y a une fatigue quelconque, elle va vers le bas. C'est pas comme la chaleur. Qu'est-ce que tu racontes? Quand quelque chose fatigue, tout retombe vers le bas. C'est la chaleur qui va vers le haut. Tu veux dire le son? Je veux dire quoi? C'est le son qui va vers le haut. Le son peut aller où ça lui chante. C'est une question de physique, ça. Tout dépend d'où on se trouve sur le moment. C'est quelque chose que tu ignores de A jusqu'à Z. D'abord la nuque, ensuite les épaules, ensuite le dos, et ensuite ça s'insinue jusque dans les fesses. C'est là que la fatigue s'insinue. Dans les fesses. Soit la gauche, soit la droite. Tout dépend d'où tu fais porter le poids. Et ensuite ça descend jusque dans les cuisses, et de là ça tombe tout droit dans les pieds, et ton bonhomme s'effondre. C'est pas encore effondré? Ça va pas tarder. Donne-lui le temps. Mal au crâne. Comment est-ce qu'il doit attraper mal au crâne? C'est pas sur le crâne qu'il la coltine sa pancarte. C'est moi qui ai attrapé mal au crâne. T'es même pas foutu d'écouter ce que les gens t'expliquent. C'est ça ton problème. Le problème que j'ai, je le connais. Non, non, ma vieille. Tu le connais pas, le problème que tu as. C'est ça ton problème. On va faire un saut dans le temps. On repart en 1897 avec une scène extraite de La Ronde d'Arthur Schnitzler, donc auteur autrichien. Et cette pièce a été très, vous verrez, c'est assez sulfureux. Elle a été interdite pendant plusieurs années. Elle a quand même été créée ensuite au cinéma en 1950. Notamment par des grands acteurs comme Gérard Philippe, ou pas, Serge Reggiani, bref, au plus de 20 ans, comme disait l'autre, Simone Signoret. Ah oui, voilà, un extrait tout de suite. Bien mon mélange, ça ne te dit pas? Ah, c'est moi le mélange? Qui veux-tu que ce soit? Viens, j'habite tout près. J'ai pas le temps, faut que je rentre à la caserne. Tu seras bien assez tôt, chez moi c'est mieux. Je veux bien te croire. Chut, des fois
qu'un gendarme s'emmène. Laisse tomber, bah, j'ai pas d'argent de toute façon. Pas besoin d'argent. Pas besoin d'argent. Qui es-tu alors? Les civils, je les fais payer. Pour un gars comme toi, c'est toujours gentil. C'est peut-être toi la fille dont Hubert m'a parlé. Je ne connais pas d'Hubert. Ça doit pourtant bien être toi quand même. Tu sais le café de la Chine Gasseux, tu l'as emmené chez toi après. Ah, dans ce café-là, j'en ai embarqué des tas. Allons-y alors, allons-y. Tiens, tu es pressé tout d'un coup. Pourquoi traîner? Il faut que je rentre à la caserne. Dis-moi, depuis quand tu vis terre? De quoi je me mêle? T'habites loin? 10 minutes à pied. Ça me fait trop loin. Donne-moi Moi, quand j'aime quelqu'un, c'est ce que je préfère. Pas moi. Vrai, ça me fait trop loin, j'y vais pas. Si ça te fait trop loin, viens demain dans l'après-midi. D'accord, donne-moi ton adresse. Puis tu viendras pas? Quand je te le dis. Tu sais quoi? Là-bas aussi, Quoi là-bas? oui, là-bas aussi, c'est tranquille. Il n'y a personne à cette heure. Non, non, ça me plaît pas là-bas. Et moi, je te plais pas? Reste avec moi maintenant. Qui sait si demain on sera encore en vie? Alors viens, mais vite. Scène censurée. On n'a que le son. Si tu tombes, ça glisse. Si tu tombes, tu te retrouves dans le Danube. C'est ce qui pourrait m'arriver de mieux. J'y pense, il y a un banc tout près. Dis donc, tu t'y connais drôlement bien, toi, par ici. C'est un gars comme ça, j'aimerais avoir confiancé. Je serais bien trop jaloux pour toi. Je te la ferai vite passer ta jalousie. Hé, pas si fort. Des fois qu'un gendarme s'en mêle, on dirait pas qu'on a envie là. Ah, toi! Ça va pas, non? Si on glisse, on se retrouve dans la flotte. Viens là, viens. Cramponne-toi. N'aie pas peur. On aurait été mieux sur un banc quand même, hein. Ici ou ailleurs, vas-y, grimpe. Y a pas le feu. Pourquoi traîner? Il faut que je rentre à la caserne. Je serai en retard, sûr. Dis-moi comment tu t'appelles. Ça te regarde comment je m'appelle? Moi, c'est Léo qui a dit. Jamais entendu un nom pareil. Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Ben donne-moi la pièce au moins pour le Tu concierge. m'as pris pour un pigeon? J'ai bien trop l'honneur, le caddie. Ça moi, fripouille. Et on va tout de suite retrouver la fameuse le deuxième extrait d'Harold Pinter, celui-ci qui l'offre d'emploi. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Vous êtes monsieur Loin, n'est-ce pas? C'est exact. C'est bien ça. Et vous venez pour cette offre d'emploi, n'est-ce pas? Oui, c'est bien exact. Et vous êtes physicien? Oui, oui, absolument. C'est toute ma vie. Parfait. Ici, nous avons pour règle, avant même d'examiner les qualifications professionnelles d'un candidat, de le soumettre à une espèce de petit test afin de mesurer ses aptitudes psychologiques. Vous n'y voyez pas l'inconvénient? Oh grand Dieu, non. Excellent. Veuillez vous asseoir. Permettez que je dois fixer ça à vos mains. Qu'est-ce que c'est? Des électrodes. Mais oui, bien sûr, drôle de petite bête, non? Et maintenant, la tempe. Dites-moi, c'est amusant comme tout. Il n'y a plus qu'à brancher. Brancher. Mais oui, ah oui, naturellement, oui. Faut bien les brancher.
Et c'est avec tout cela que vous allez mesurer mes aptitudes. Parfaitement. Maintenant, détendez-vous. Allons, détendez-vous. Ne pensez plus à rien. Ah, rien. Détendez-vous complètement. Détendez-vous. Vous êtes tout à fait détendu. Estimez-vous que vous êtes d'un naturel émotif? Non, à vrai dire, tout dépend de ce que vous entendez au juste. Estimez-vous que vous êtes d'un naturel morose? Morose? Tout dépend de ce que vous entendez juste par. Vous arrive-t-il d'avoir des crises de dépression? Mon Dieu, je n'appellerais pas ça exactement la dépression. Vous arrive-t-il fréquemment de faire des choses que vous regrettez le lendemain? Que je regrette. Des choses que je regrette. À vrai dire, tout dépend de ce que vous entendez au juste par fréquemment. Il me semble au fond, quand vous dites fréquemment, est-ce que ça... Êtes-vous fréquemment troublé par les femmes? Par les femmes? Les hommes? Les hommes? Attendez, je m'apposais avant avec une question sur les femmes. Êtes-vous souvent troublé Troublé. par les femmes? Les femmes. Les hommes? Doucement, Amy, dois-je répondre à chaque question séparément ou bien en bloc? À la fin d'une journée de travail, vous arrive-t-il d'être épuisé, crispé, à bout de nerfs, déboussolé, irritable, maussade, frustré, morbide, incapable de vous concentrer, incapable de manger, incapable de dormir, incapable de rester debout, incapable de rester assis, lymphatique, libidineux, priapique, en chaleur, brûlant de désir, brûlant d'énergie, brûlant d'appréhension, ou vidé de toute énergie, de tout désir, de toute appréhension. Eh bien, en fait, c'est assez difficile à dire. Vous vous entendez bien avec les gens? Là, vous touchez un point très intéressant. Souffrez-vous d'eczéma, d'apathie, de descente d'estomac? Est-ce que vous êtes vierge? Je vous demande pardon. Est-ce que vous êtes vierge? Dites-moi, c'est un point embarrassant après tout devant une dame. Est-ce que vous êtes vierge? Eh bien oui, c'est exact. Je n'en fais pas tout un secret. L'avez-vous toujours été? Ça, oui, toujours. Toujours. Puceau dès le berceau. Mais oui, dès le berceau. Avez-vous peur des femmes? De leurs robes, de leurs chaussures, de leur voix, de leur rire, de leur regard, de leur façon de marcher, de leur façon de s'asseoir, de leur façon de parler, de leur sourire, de leurs lèvres, de leurs mains, de leurs cheveux, de leurs mollets, de leurs genoux, de leurs cuisses, de leurs yeux. Tout dépend de ce que vous entendez au juste
pas... De l'heure. Merci infiniment, monsieur Lang. Nous vous tiendrons informés. Autre style maintenant. Nous allons avoir un extrait d'une pièce d'André Roussin qui s'appelle La Vaillante, sur une idée de Sacha Guitry. C'est une pièce qui a été télévisée en 1971 dans les fameux Transpo Théâtre ce soir, comme vous appelez ça, de Pierre Savaille. Donc d'André Roussin, La Voyante. Ici, à l'endroit même où vous avez tout prédit, je me tuerai. Ce n'était pas une prédiction, mais un mauvais sort que vous m'avez jeté. Tout s'est passé exactement comme vous l'avez voulu. Vous avez provoqué la lettre qu'il m'a écrite. Et à la date que vous avez désignée, le 1er avril. Nous nous sommes vus. Et il ne m'a parlé que de sa femme. Sa femme. Toujours sa femme. Alors j'ai crié. Puisqu'il y aura toujours ta femme entre nous. Puisque tu ne la quitteras jamais. C'est moi qui te dis de partir. Va-t'en! Je ne veux plus te voir. Il est parti. Il est parti. Et il n'est plus revenu. Il m'a quitté, le monstre. Il a sauté sur l'occasion. Si tous les hommes s'en allaient, à chaque fois qu'on leur disait de partir, il n'y aurait plus de couple. Il n'y a plus d'amour. Pour moi, il n'y a plus d'amour. Je le connais. Ce n'est pas un homme qui revient. Non, ce n'est pas un homme qui revient. Et vous savez bien qu'il ne faut pas qu'il revienne, mon enfant. Calmez-vous. Je suis calme. Très calme. Je sens même en moi un calme effrayant. Le calme des grands moments de l'existence. Celui des destins acceptés. Cela fait encore dans ma tête un bruit de houle sous les rochers. Mais je sens déjà en moi quelque chose de froid, terriblement froid. Si la mort avait été sur vous, je l'aurais vue, mon enfant. Je l'aurais vue. Et même en ce moment, je la verrai. Elle n'y est pas.
J'aurais aimé mourir nue sur le sable fin et rendre mon corps à Dieu au bord de la mer. Vous aurez peut-être cette mort-là si vous l'avez rêvée. Nous agissons sur la mort plus que nous ne croyons. Vous êtes un être pur, et c'est la pureté des cœurs qui commande à l'universel, qui commande à tout, même à la mort. Oui, je suis pure, et c'est ce qu'il n'a pas compris. Il avait fait de moi son instrument de plaisir, alors que dans ses bras, je lui donnais mon âme. Ne revenez pas. Oui, j'y reviens. Si je n'y reviens pas, où voulez-vous que j'aille? Puisque rien n'existait pour moi qu'en fonction de lui. Vous le voyez bien que c'est sans issue, que le monde est fermé. Je vous le répète, la mort n'est pas sur vous. Comment pouvez-vous dire qu'elle n'est pas sur moi, puisque je l'ai dans ma poche et que je n'ai qu'un geste à faire pour mourir? Ne faites pas ce geste, mon enfant, ne faites pas cette folie. Je le ferai ici, devant vous. Karma, c'est toi, au secours. Nous allons faire à nouveau un bond dans le temps. On retourne en 1666 avec Molière, un extrait du Misanthrope, scène première. Qu'est-ce donc, qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi là, petit, et courez vous cacher. Mais on entend les gens, au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher, et ne veux point t'entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'à m'y en fait, je suis tout des premiers. Moi, votre ami? Rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être. Mais après ce qu'en vous, je viens de voir apparaître, je vous déclare net que je ne le suis plus, et ne veux nulle place sur des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en va scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresse et témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant, et vous me le traitez, à moi, d'indifférent? Morbleu! C'est une chose indigne, lâche, infâme de s'abaisser ainsi, jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable. Et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt. Et ne me bande pas pour cela si vous plaît. Que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère, et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le lier de la même monnoie. Répondre comme on peut à ses empressements et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affecte la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles, qui de civilité avec tous font combat, et traitent du même air l'honnête homme et le froid. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant, lorsque le premier faquin, il court en faire autant? Non, non, je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affecte la plupart de vos gens à la mode. Et je n'haïs rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles, qui de civilité avec tous font combat, et traitent du même air l'honnête homme et le phare. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelque dehors civil que l'usage le demande. Non, vous dis-je, on devrait châtier, sans pitié, ce commerce honteux de semblant d'amitié. Je veux qu'on soit sincère.
Et quand l'homme demeure, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise. Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos et de la bienséance de dire à mi-gens tout ce que d'eux on pense? Et lorsqu'on a quelqu'un qu'on est ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est? Oui. Quoi? Vous iriez voir la vieille Émilie? Dire qu'à son âge, il s'y est mal de faire la jolie? Fort bien. Et que le plan qu'elle a scandale chacun? Fort bien. Vous vous moquez. Je ne me moque point. Ah, Dorilla qu'il est trop emporteur. Qu'il n'est à la cour, oreille qui ne lasse, à compter sa bravoure et l'éclat de sa race? Fort bien. Vous vous moquez. Je ne me moque point, et je vais n'épargner personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés, et la cour, et la ville ne me feront rien comme jamais chauffer la bile. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond. Quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font, je me trouve partout de la flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Je n'y puis plus tenir, j'enrage, et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain. Encore Molière, les femmes savantes. Quoi? Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur? Et de vous marier? Vous osez faire fête? Ce vulgaire dessein vous peut monter en tête? Oui, ma sœur. Ah, ce oui, se peut-il supporter? Et sans un mal de cœur saurait-on l'écouter? Qu'est donc en soi le mariage qui vous oblige, ma sœur? Mon Dieu, fille! Comment? Ah, fille, vous dis-je, ne concevez-vous point ce que dès qu'on l'entend, un tel mot à l'esprit offre de dégoûtant? Par quelle étrange image on est par lui blessé? Sur quelle sale vue il traîne la pensée? N'en frissonnez-vous point? Et pouvez-vous, ma sœur, aux suites de ce mot, résoudre votre cœur? Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage. Et je n'en vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée et fasse frissonner. De tels attachements au ciel sont pour vous plaire. Et qu'est-ce qu'à mon âge rien de mieux à faire que d'attacher à soi, par le titre d'époux, un homme qui vous aime et soit aimé de vous, et de cette union de tendresse suivie, se faire les douceurs d'une innocente vie. Ce nœud bien assorti n'a-t-il point des appas? Mon Dieu! Que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde, petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage, et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires. À de plus hauts objets, élevez vos désirs. Tâchez à prendre un goût des plus nobles plaisirs, et traitant de mépris l'essence et la matière, à l'esprit comme nous donnez-vous tout entière. Vous avez notre mère en exemple à vos yeux, que du nom de savante nous n'avons tout lieu. Tâchez ainsi que moi de vous montrer sa fille. Aspirez aux clartés qui sont de la famille. Et rendez-vous sensible aux charmantes douceurs que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs. Loin d'être aux lois d'un homme en esclave asservi, mariez-vous, ma sœur, à la philosophie qui nous monte au-dessus de tout le genre humain. Et
et donne à la raison l'empire souverain, soumettant à ses lois la partie animale dont l'appétit grossier aux bêtes nous ravale. Ce sont là les beaux feux, les doux attachements qui doivent de la vie occuper les moments et les soins où je vois tant de femmes sensibles me paraissent aux yeux des pauvretés horribles. Le ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout-puissant, pour différents emplois nous fabrique en naissant. Et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre est né propre aux élévations, où montent des savants les spéculations, le mien, ma sœur, est fait pour aller terre à terre. Et dans les petits soins son faible se resserre. Ne troublons point du ciel les justes règlements, et de nos deux instincts suivons les mouvements. Habités par l'essor d'un grand et beau génie, les hautes régions de la philosophie, tandis que mon esprit, se tenant ici-bas, goûtera de l'hymen les terrestres appâts. Ainsi, dans nos dessins, l'une à l'autre contraire, nous saurons toutes les deux imiter notre mère. Vous, du côté des nobles et des hauts désirs, moi, ma sœur, dans tout ce qui est grossier plaisir. Vous, aux productions d'esprit et de lumière, moi, ma sœur, dans celles qui sont de la matière. Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les bons côtés qu'il faut lui ressembler. Et ce n'est point du tout la prendre pour modèle, ma sœur, que de tousser et de cracher comme elle. Oui, mais vous ne seriez point ce dont vous vous vantez, si ma mère n'eut que de ses beaux côtés. Eh bien, vous prend, ma sœur, que son noble génie n'est pas toujours vaqué à la philosophie. De grâce, souffrez un peu de bonté, des bassesses à qui vous devez la clarté, et ne supprimez point, voulant qu'on vous seconde, quelques petits savants voulant venir au monde. Je vois que votre esprit ne peut être guéri du fol entêtement de vous faire un mari. Mais sachons, je vous prie, qui vous songez à prendre. Votre visée, au moins, n'est pas mise à Clitandre. Et par quelle raison n'y serait-elle pas? Manque-t-il de mérite? Est-ce un choix qui soit bas? Non. Mais c'est un dessein qui serait malhonnête que de vouloir d'une autre enlever la conquête. Et ce n'est pas un fait dans le monde ignoré que Clitandre est pour moi hautement soupiré. Oui, mais tous ces soupirs pour vous sont choses vaines, et ne tombez point dans les bassesses humaines. Votre esprit à l'hymen renonce pour toujours, et à la philosophie pour toutes vos amours. Ainsi, n'ayant au cœur nul dessein pour Clitandre, que vous apporte-t-il que l'on puisse y prétendre? Cet empire que tient l'essence sur la raison ne fait pas renoncer aux douceurs des encens. Et l'on peut, pour époux, refuser un mérite que pour adorateur, on veut bien sa suite. Oui, mais je n'ai pas empêché qu'à vos perfections, il n'ait continué ses adorations. Et je n'ai fait que prendre au refus de votre âme ce qu'est venu m'offrir l'hommage de sa flamme. Mais à l'offre des vœux d'un amant dépité, trouvez-vous, ma sœur, entière de sûreté, et croyez-vous pour vos yeux sa passion bien forte, et qu'en son cœur, pour moi, toute flamme soit morte? Il me le dit, ma sœur, et pour moi, je le crois. Ne soyez pas, ma sœur, d'une si bonne foi, et croyez quand il dit qu'il me quitte et vous aime, qu'il n'y songe pas bien et se trompe lui-même. Je le sais, mais enfin, si c'est votre plaisir, il nous est bien aisé de nous en éclaircir. Je l'aperçois qui vient, et sur cette matière, il pourra nous donner une telle lumière.
à nouveau un saut dans le temps, un auteur tout à fait contemporain et bien vivant, Joël Thomas. Vous allez voir 2 extraits de la réunification des 2 Corées. Le premier, L'amour ne suffit pas, et le deuxième, Un choix pénible. Mais qu'est-ce que tu fais? T'arrives pas à dormir? Si. Si quoi? Si, j'arrive à dormir. Alors? En fait, je pars. Tu t'en vas où? Chez mon frère. Chez ton frère. Oui. Pour quoi faire? Je vais habiter chez lui. On ne va plus se revoir. On se quitte. Quoi, on se quitte? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est une plaisanterie. Non. Mais on ne s'est même pas disputé? Non. Mais alors, tu es fou ou quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me quittes? Oui. Et quand est-ce que tu as pris cette décision? Je ne sais plus. Tu es fou. Non, pas du tout. J'ai beaucoup réfléchi. T'as réfléchi à quoi? À ça, à nous, à l'amour, à notre amour. Et j'en suis sûr. Tu es sûr de quoi? L'amour ne suffit pas. Comment? L'amour, ça ne suffit pas. Répète s'il te plaît. On s'aime, mais ça ne suffit pas. On s'aime, mais ça ne suffit pas. Oui. Mais c'est n'importe quoi! Non. Si! Et qu'est-ce qui te manque? Je ne sais pas. Ah, t'as rencontré quelqu'un. Mais pas du tout. Et tu me quittes? Oui. Mais personne n'a jamais quitté quelqu'un pour des motifs pareils! Mais c'est pas certain. Si tu me fais ça comme ça, je vais devenir folle! Je suis désolé. Vraiment. Je t'aime. Ça ne suffit pas. C'est pas possible! Non! Je deviens folle! L'amour, en fait, c'est ça. Je sais, c'est terrible. Mais l'amour, ça ne suffit pas.
avoir une préférence. Mais non, c'est bien ça le drame. Ils sont aussi beaux l'un que l'autre. Aussi riches. Aussi amoureux. Ils ont la même taille. Le même poids, à quelques grammes près. Et je ne saurais dire lequel a des grammes en plus. L'un est italien, l'autre espagnol. Leurs deux langues se ressemblent. Et j'aime autant Venise que Barcelone. Je ne sais plus quoi faire. Allons, Virginie, il faut te décider. Cette situation n'est pas raisonnable. Tes parents, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils sont contre les mariages arrangés. Du moment que l'un et l'autre sont de notre rang, ils disent que c'est à moi de choisir en toute liberté. Je les déteste. Je les déteste. Allons, Virginie, il ne veut que ton bien, que ton bonheur. Et puis écoute, c'est pas si compliqué que ça quand même de se décider. Mais si, d'un côté comme de l'autre, tout est exactement pareil. Est-ce que tu as vérifié les courbes de température saisonnière? Bien sûr, elles sont identiques. Et leurs maisons sont climatisées. Leurs piscines chauffées. Et leur sauna réglé sur 55 degrés. Je ne sais plus quoi faire. Calme-toi, Virginie. À nous deux, nous allons bien trouver une solution. B comme Barcelone. V comme Venise. Entre le B et le V. Tu as bien une préférence tout de même. Mais non, c'est pareil. C'est bien ça le drame. J'y ai pensé, figure-toi. Mais ma tante maternelle qui vient de Vichy s'appelle Bernadette. Et ma tante paternelle qui vient de Bordeaux se prénomme Victoire. Et elles sont aussi susceptibles l'une que l'autre. Je ne sais plus quoi faire. B et V, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Comment tu as fait, toi? Ils ont accepté comme ça, sans rien dire? Ah, je crois bien que j'ai essayé. Et si c'est pareil, s'il n'y a aucune différence? Impossible, la petite Virginie, impossible. Combien sera un cas à mettre dans les annales? Non, Juliette! Je t'en prie! Pas de belles choses comme ça. Un poème de Prévert dans un tout autre sujet, une autre dimension, on va dire. Dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison. Je ne sais pas à qui elle est. Je suis entrée comme ça, un jour. Il n'y avait personne. Seulement des pilons rouges, accrochés sur le mur.
suis restée longtemps dans cette maison. Personne n'est venu, mais tous les jours et tous les jours, je vous ai attendu. Je ne faisais rien, c'est-à-dire rien de sérieux. Quelquefois, le matin, je poussais des cris d'animaux. Je gueulais comme un âne, et de toutes mes forces. Et ça me faisait plaisir. Et puis, je jouais avec mes pieds. C'est très intelligent, les pieds. Ils vous emmènent très loin, quand vous voulez aller très loin. Et puis, quand vous ne voulez pas sortir, ils restent là et vous tiennent compagnie. Et quand il y a de la musique, ils dansent. On ne peut pas danser sans eux. Il faut être bête comme l'homme l'est si souvent pour dire des choses aussi bêtes comme ses pieds ou gai comme un pinson. D'ailleurs, le pinson n'est pas gai. Il est seulement gai quand il est gai, et triste quand il est triste, ou ni gai ni triste. D'ailleurs, sait-on ce que c'est un pinson? Il ne s'appelle pas réellement comme ça. C'est l'homme qui a appelé cet oiseau comme ça. Pinson, 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 pinson. Comme c'est curieux les noms. Martin, Hugo, Victor de son prénom. Bonaparte, Napoléon de son prénom. Pourquoi comme ça et pas comme ça? Un troupeau de Bonaparte passe dans le désert. L'empereur s'appelle Dromadaire. Il a un cheval caisse et des tiroirs de course. Au loin galope un homme qui n'a que 3 prénoms. Il s'appelle Tim Tam Tom et n'a pas de grand nom. Un peu plus loin encore, il y a n'importe qui. Beaucoup plus loin encore, il y a n'importe quoi. Qu'est-ce que ça peut faire tout ça? Dans ma maison, tu viendras. Je pense à autre chose, mais je ne pense qu'à ça. Et puis, quand tu seras entré dans ma maison, tu enlèveras tous tes vêtements et tu resteras là, immobile, nu, avec ta bouche rouge, comme les piments rouges, accrochés sur le mur blanc. Et puis, tu te coucheras et je me coucherai près de toi. Voilà. Dans ma maison qui n'est pas ma maison, tu viendras. Bon, on va y aller, Jean-Jacques, hein. T'as une réunion demain matin. Bon, Jean-Jacques, on y va, hein? T'as les clés de la camionnette, chérie, je les ai pas, moi. J'ai les clés de la cave. Ah bon, on y va.
bravo pour votre maison. Hein. Vous en avez tiré un parti formidable. Ça s'appelle des spots, les trucs que vous avez mis au plafond? Ah oui, c'est ça qu'on appelle des LED. La dernière fois qu'on est venu, il n'y avait qu'une ampoule, ça change complètement l'ambiance de la... Sophie, surtout, tu penseras me donner la recette de ta mousse au chocolat, sans blague. Tu embrasseras Rob, Ricardo, excuse-moi, et Claudia pour nous. Non, non, ne les dérange pas, ils sont en pleine discussion tous les deux. On a été enchantés de les connaître. On s'appelle, hein? Jean-Jacques, t'as les clés? Je les ai pas, moi, hein? Comment? Oui, on s'appelle. À part le prochain, on écrit tous les soirs. Merci, hein? T'as les clés? Tu vas pas me dire où va, tu nous as pas. Bon, on y va. Allez, au revoir Sophie, ciao. Ah, je suis crevée. Vas-y, mets la gomme, chérie, je te jure que je suis pressée d'aller me coucher. Pardon. Et donc, ça n'en finira jamais. Sophie, elle a vieilli, hein. Elle est grosse. Sophie. Et là, on dirait Dizzy Gillespie. Oh, c'est cette mousse. Qu'est-ce qu'elle était aigre. À mon avis, elle a dû prendre du violet. Maman, elle n'est pas fortiche, hein. Oh, je t'aurais présenté une mousse comme ça, moi. Même au camping, tu me la foutais à la figure et t'aurais pas eu tort. Mais lui, quelle lopette! Cette espèce d'aspect de furon. À mon avis, il a une bléno, lui, Serge. Vraiment avoir le cœur bien accroché. Tu m'excuses? Il était à côté de moi à table. Il pue, hein? Ce couple d'Italiens. Quelle idée de nous avoir invités avec des cons pareils. Ils ont le chic pour dégoûter de ces crétins. Même hors de France. Quand ils ont passé les films... Ah, c'est cette mousse. Ralentis un peu, Jean-Jacques, s'il te plaît. Fais une chaleur dans cette saloperie de bagnole. Tu peux pas ouvrir la fenêtre 2 secondes? Mais ouvre pas la fenêtre en grand, t'es malade ou quoi? Il fait moins 0. Quand ils ont passé les films de leur gosse, je crois que ça a été le bouquet. Il est effrayant, leur fils. On dirait un cochon. Un Muppet Show. Mr. Piggy. Excuse-moi, c'est nerveux. J'ai tellement eu chaud avec cette saloperie de chauffage par le sol que j'ai les jambes gonflées. Tiens, regarde. J'arrive même plus à enlever mes moon boots. Quoi? Tu trouves que mes jambes sont comme d'habitude? Tu rigoles ou quoi? T'as pas vu ta tronche à toi par hasard? Mais quoi? T'es vexée parce que je te dis que Sophie est vraiment moche et que c'est ta sœur? Écoute Jean-Jacques, je vais te dire, quand on voit la gueule de ta mère et de ton père, franchement, Sophie elle s'en tire pas mal. Elle aurait dû être bien pire. Alors, nous retournons dans le temps et dans l'espace. D'ailleurs, on va
un extrait d'un tramway nommé Désir de Tennessee Williams. C'est une pièce qui a été écrite en 1947 et qui a été portée au cinéma, pour ceux qui connaissent un petit peu, par Elia Kazan, et qui a valu un rôle féminin pour Viviane Leigh à l'époque, et notamment dans le rôle titre Marlon Brando. Voilà, donc un extrait du tramway nommé Désir. Jamais, ma chérie, j'aurais imaginé que tu peux trouver un endroit si pratique et... T'as pas du tout parlé, ma chérie, dis quelque chose. Mais tu m'en as pas beaucoup laissé le temps, ma chérie. Ah, bah, tu peux parler pendant que je cherche quelque chose à boire. Je suis sûre que tu as une bouteille de cognac quelque part. Ça va où? Ah, ici, Bastien. Oh, mais Blanche, oui. Allez. Assieds-toi et laisse-moi te servir. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre avec ça? Peut-être autre chose dans la glacière? Non, ça suffit juste comme ça. Tu sais, ce soir, avec mes nerfs. Oui, Stanley? Oui. Il joue aux boules. Il adore ça. Aujourd'hui, il joue dans un... Ah! J'ai trouvé! Une bouteille de cola championnat. Oh non, ma chérie, juste de l'eau pour faire descendre tout ça, c'est bon. Allez, ne te tracasse pas. Ta sœur n'est pas devenue une alcoolique, hein. Je suis simplement fatiguée, retournée, je suis sale. J'ai chaud. Maintenant, explique-moi. Qu'est-ce que tu fais, fabrique dans un endroit pareil? Voyons, Blanche. Ouais. Écoute, je vais pas être hypocrite. Je vais simplement être honnête et je vais te critiquer. Jamais j'aurais pu imaginer, jamais, dans mes plus mauvais rêves, Poe. Seul Mr. Edgar Allan Poe pourrait peut-être admettre. Elle adore. C'est le bois hanté, le domaine des vampires. Non, mon ange, c'est la voie ferrée. Ah, non. Parlons sérieusement. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Pourquoi ne m'as-tu pas écrit? Pourquoi ne m'as-tu pas mise au courant? Mais au courant de quoi, Blanche? Que tu vivais dans telles conditions? Tu crois pas que tu exagères un peu là? Après tout, c'est pas si mal. La Nouvelle-Orléans, ce n'est pas comme les Ça n'a rien à voir avec la Nouvelle-Orléans. Tu aurais aussi bien... Allons, parlons par là. Oui, merci. Tu sais, tu es la seule chose que j'ai dans ce monde. Et tu n'es même pas contente de me voir. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai, Blanche.
J'ai oublié comment tu peux être calme. Tu sais, tu ne m'as pas donné l'occasion de dire grand-chose. Et puis, j'ai pris l'habitude d'être toujours calme et tranquille avec toi. Ben, c'est une bien bonne habitude à prendre, ma chérie. Tu m'as pas encore demandé comment j'ai pu quitter l'école avant le fin de second trimestre. Ben, je pensais que tu m'en parlerais toute seule si tu en avais envie. Tu penses que je me suis fait renvoyer, c'est ça? Non, je pensais simplement que tu avais peut-être donné ta démission. J'étais tellement éreintée. Tu sais, j'ai vu de toutes les couleurs. Je devenais presque folle et mes nerfs n'ont plus tenu le coup. Et puis, Mr. Graves, c'est le directeur de l'école secondaire, il m'a proposé de prendre un congé, de me porter malade. Je ne pouvais pas raconter tout ça dans un télégramme. Ah, que c'est bon, ça pétille. Tu en veux un autre? Ah non, un c'est mon maximum. Sûrement. Oui. Comment me trouves-tu? Tu m'as même pas dit. Tu as l'air en pleine forme, Blanche. Ah, Dieu te bénisse de mentir comme ça. Personne n'a jamais vu une ruine pareille. Hein. Quant à toi, t'as un peu arrondi, hein? Comme une petite caille. Mais ça te va rude, mon bien. Blanche. Oh, mais écoute, sans cela, je ne le dirai pas. Faut juste que tu fasses un peu attention autour des hanches, tu sais. Lève-toi. Oh non. Ah, non. tu m'entends, lève-toi, bien. Voilà. Bien. Voilà. Ah, mais Stella, comme tu es sale. Ton col, il est rempli de taches et... Oh. Et tes cheveux, tu sais, Arrête de bouger. Tu devrais les couper. Tu sais, tout court comme un pâtre. Ça fera ressortir tes jolis, fins traits. T'as une bonne, celle-là, n'est-ce pas? Bien sûr que non, avec seulement 2 pièces. Comment? 2 pièces? Oui, celle-ci et cette autre. Et où est-ce que tu imagines m'installer, Stella? Mais nous allons simplement t'installer ici. Ici? Oui. Il n'y a pas de porte? Et Stanley, est-ce qu'il va être convenable? Stanley est polonais, tu sais. Ah oui. C'est un peu comme irlandais, c'est ça? Bah, Regarde, j'ai ramené des jolies robes pour rencontrer tes élégants amis. mais je crains fort que tu ne les trouves pas très élégants. Ah, tant pis, j'ai ramené les robes, je vais les mettre. Est-ce que tu penses que Stanley va m'aimer? Mais oui, vous allez très bien vous entendre tous les deux. Et qu'est-ce qu'il a dit quand tu lui as annoncé mon arrivée? Oh, il n'en sait rien, encore rien. Tu ne lui as rien dit? Tu sais, il est souvent sur la route. Ah, il voyage. Oh, je deviens presque folle quand il n'est pas là pendant 8 jours. Ça doit être ça, l'amour, Stella. Stella. Quoi? Je sais que tu vas me faire de reproches. Mais il faut que tu te mets dans la tête que c'est toi qui es parti. Moi, je suis restée et je me suis débattue. Mais j'ai fait ce que j'avais de mieux à faire, j'ai fait ma vie de mon côté, c'est tout. Je savais que tu réagirais comme ça là-dessus. Mais sur quoi? Enfin, à quel sujet, Blanche, je t'en prie? La ruine, Stella! La ruine! Quoi? Nous sommes ruinés? Nous avons perdu bel rêve? Mais enfin, comment est-ce possible? Enfin, qu'est-il arrivé? Tu es bien placé de rester devant moi en m'accusant et de me rendre responsable.
C'est moi. Moi! C'est moi qui a pris tout en pleine figure, tous ces morts. Et de quelle façon atroce! Papa, maman, Margaret, toi t'es arrivé à ton beau enterrement. C'est beau un enterrement comparé à la mort, celle-là, c'est beau. Et c'est moi qui ai vu, c'est moi qui ai vu. Et là, tu es là avec tes regards pleins de reproches. Comment diable t'imagines-tu qu'on a payé tous ces maladies, tous ces morts? C'est cher la mort, Miss Stella, c'est très cher. Et moi, avec mon pitoyable salaire d'institutrice, voilà comment tout a filé entre mes doigts. Oui, vas-y, regarde-moi, reproche, accuse-moi. Et toi, t'étais où? Au lit avec ton bolag. Ça suffit maintenant. Où vas-tu? Dans la salle de bain, me laver la figure. Tu pleures? Ça m'étonne. Oh. Alors pour notre toute dernière scène, une petite pépite, je vous en dis pas plus. Qu'est-ce qu'il est collant, ce type? Je dis rien parce que je veux pas faire de scandale. Mais alors, quel pot de colle. Tu fais des idées ou quoi? J'ai accepté de faire cette série de slow pour pas faire tapisserie devant mes copines. Mais alors, on va plus où? Mine de rien, je suis en train d'emballer. Je suis sec. Allez, vas-y, Jeanne. Allez, vas-y, Jeanne. Donne-moi Ça n'en finit pas. Qu'est-ce que je regrette d'avoir dit oui à ce type? En plus, c'est s'asperger d'eau de toilette. Mon Dieu, je sais pas ce que c'est cette eau de toilette. Bah alors, vraiment un coup dedans. Elle est pas mal, la cavalière. Elle est pas terrible, mais elle est pas mal. Une fois que j'ai regardé la plus moche, il n'y a pas si longtemps, je me suis continué une géante toute la soirée. Au moins, celle-là, elle a ma taille. Elle est pas terrible, mais elle a ma taille. Pas du tout mon genre, ce garçon. Moi, j'aime les grands bleus, alors je suis servie. Comme mes têtes, on fait pas mieux. Je suis sûre qu'il doit être libanais ou quelque chose. Quelle horreur! Et puis alors, il me donne chaud à me coller comme ça. Vas-y que je te colle, vas-y que je te colle. Dommage qu'elle ait les mains moites. Ça me gêne pas des masses, mais elle a les mains moites. C'est parce que je dois lui faire l'effet, c'est l'excitation, ça. J'ai eu mordier de l'oreille. Ça ne fout pas une baffe, c'est que j'ai mes chances.
dans la poche, j'allais. Il m'a mordu l'oreille. Il m'a fait mal, ce con. Il est con, ce type. Oh, et puis alors, qu'est-ce qu'il cocotte. Cette toilette nauséabonde. Ce n'est pas mes copines qui me regardent. Comment je te planterai là? Mais ça, Arlette et Josie, je vais pas leur faire ce plaisir. Elles en sont vertes de me voir danser, malades de rage. Alors ça maintenant, tant pis, je vais au bout. Mais alors je vous dis que ça me coûte. Elle en peut plus, je leur en rendais une la poulette. Et encore, j'ai pas sorti le grand jeu. Attends un peu que je me déchaîne. J'ai envie de vomir. C'est la dernière fois que je vais lancer. Hein. Tant pis si je crois Sainte-Catherine. Alors, des excités comme ça, merci bien. J'ai vu qu'elle fait le dos avec mon pouce. C'est vrai qu'elles adorent ça, ces chiennes, je l'ai lu en ce moment. Je vais partir du bas du dos et remonter par haut de la nuque. Ce type, il est givré ce mec. Il m'a griffé le dos avec son ongle. Tu parles d'un plaisir, moi qui ai un mal fou à cicatriser. C'est bien ma veine. Il a fallu que je tombe sur un sadique. C'est tout moi ça. Vivement que ça finisse ce slow parce que je suis au bord de l'esclandre. Il est joué, elle est à point. Elle est à point. Il n'y a plus qu'à conclure, mon gars. Le travail, c'est pas si compliqué, les gonzesses. Il suffit juste savoir s'imposer, c'est tout. notre série de spectacles des ateliers de Fenêtre sur Cour, dans la joie et la bonne humeur, je crois. Bravo à tous, bravo au public qui a été chaleureux et réactif.